Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture qui sera le deuxième et dernier update lecture consacré au Cold Winter Challenge. Je vais avoir ici 5 livres à vous présenter, je vais donc essayer de ne pas traîner. Concernant le challenge, je n'ai pas réussi à complètement le terminer puisque je n'ai pas validé tous les menus. Pour Automne Frissonnant, j'ai validé 2 titres sur 3. Concernant le premier menu, Automne Frissonnant, il n'est pas validé dans le sens où je n'ai pas validé le titre Le Cri de la Banshee qui était en rapport avec les thrillers horreur. Alors c'est assez inhabituel chez moi, je ne sais pas pourquoi, je n'en ai pas sorti, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps de le faire. En revanche, Automne Douceur de Vivre, ce menu, je l'ai validé avec minimum un roman dans chaque titre. Le deuxième menu que je n'ai pas réussi à valider, il s'agit de Magie et Sorcière, puisque là encore il y a un titre que je n'ai pas validé qui est Bal et Pâte. Et ensuite le dernier menu, Automne Enchanteur, je l'avais validé. Bref, j'ai réussi à valider 2 menus sur 4, ce qui n'est pas si mal, et dans tous les cas, je me suis fait extrêmement plaisir, ce qui était somme toute le but. Je vais donc commencer avec les romans que je ne vous avais pas encore présentés en point lecture. Le premier, il s'agira de Night Hunt, écrit par Cassandra Bouclet et paru aux éditions Altaril. C'est donc un tout petit roman que je m'étais procuré tout simplement parce qu'il se passait la nuit d'Halloween et qui donc il me permettait de valider le menu, le titre d'Halloween que pour moi, la palle était complètement vide. J'avais donc fait une exception, j'essaie de ne pas acheter pour les challenges, mais là j'avais fait une petite exception. Je m'attendais à quelque chose de plus horrifique, certainement, même si je savais que c'était du young adulte, et surtout je m'attendais à partir plus dans de la possession ou de la hantise, et on est parti avec une sorte de loup-garou, et je dois l'admettre, le roman ne m'a pas totalement convaincue, je pense déjà parce que je ne m'attendais pas à tomber sur ce genre d'histoire. Nous avons ici une nuit d'Halloween, un groupe de jeunes qui s'en va le fêter chez l'un des enfants du groupe dans la famille, si je ne me trompe pas, et donc ils s'apprêtent à se raconter plein d'histoires, etc. lorsque des événements étranges vont se produire. Le pitch, je l'adorais, moi il me tentait. Et j'avais vraiment envie qu'on parte sur de la hantise, on était dans un manoir la nuit d'Halloween et c'est là où l'auteur m'a perdu, c'est qu'elle est partie sur quelque chose de plus loup-garou. Donc dans le style, il est bien fait dans le sens où elle ne mâche pas ses mots, les enfants vont vraiment en baver, certains vont y laisser leur peau pour ne pas dire tous, et donc honnêtement voilà, elle n'y a pas été de main morte, donc de ce côté-là, je dois le dire, c'est une réussite. En revanche, le roman il est très court, donc on manque d'explications, on ne sait pas vraiment en fait d'où vient le premier loup-garou, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, après vous allez me dire, sur un roman cette épaisseur-là, ce n'est pas le but, je crois que le but c'était de faire un petit peu frissonner le lecteur avec tout ce qu'il arrive dans la maison. Malgré tout, je dois avouer que la façon dont le roman est monté, je m'attendais à la fin, je m'attendais en fait au dénouement, je m'attendais à qui allait s'en sortir, qui n'allait pas s'en sortir, je n'ai pas réellement eu de surprise. Après, je pense que c'est un roman qui est écrit pour des plus jeunes que moi. Je pense que ça fait plutôt partie des premiers romans d'épouvante que peuvent lire les ados plutôt qu'autre chose. C'est pour ça qu'il est peut-être un petit peu dans certaines facilités scénaristiques. Bref, c'est un livre qui a de très très bons points, mais sur d'autres points, il n'a pas réussi à me convaincre. Je crois que le principal problème vient du fait que je m'attendais à lire un roman sur de la possession ou de la hantise, que je n'ai pas eu ce à quoi moi je m'attendais, et donc cela m'a fortement perturbée. Donc je pense que c'est surtout de ma faute, entre guillemets, si je n'ai pas su accrocher cette lecture. J'ai aussi profité de terminer une série avec le 5e tome du Protectorat de l'Ombrelle, Sans âge, par Gaël Carriger, est paru aux éditions Le Livre de Poche, en tout cas pour son format poche. C'est une série que j'aime d'amour, qui est vraiment très très originale. C'est de l'urban fantasy mais steampunk. On est donc à l'époque victorienne avec notre personnage que l'on va retrouver dans les 5 tomes, Alexia Tarabotti, qui est moitié anglaise, moitié italienne et qui donc a des manières quelque peu inhabituelles pour l'aristocratie de cette époque et qui donc se fait plus que largement remarquer, et surtout elle a la particularité d'être ce qu'ils appellent une
de sans âme. Lorsqu'elle va toucher des créatures surnaturelles, vampires ou loups-garous, elle leur enlève leur pouvoir et donc eh bien ces derniers redeviennent mortels, chose qu'ils n'apprécient pas toujours. Malgré tout, Madame Tarabotti va se marier à Lord Macon, qui n'est pas moins qu'un loup-garou, et tous les deux vont vivre des aventures et des aventures et des aventures. Ici, nous sommes arrivés dans le tome 5. Je ne vais donc pas vous en dire plus parce que je voudrais pas vous spoiler, je ne sais pas où vous pourriez en être ou si même vous l'avez commencé. Bref, je ne vous en dirai pas grand chose, mis à part que les Macon vont se retrouver en Égypte pour de nouvelles aventures et que une fois encore j'ai adoré et que c'était adorable de terminer cette série, d'avoir la fin, la conclusion, etc. Ça fait un petit pincement au cœur, mais en même temps, voilà, c'était encore une fois un très très bon tome pour cette série que je recommande aux amateurs d'urban fantasy qui aiment un peu le steampunk, etc. J'ai aussi lu le premier tome d'Holomorphose par Jean Vigne et paru aux éditions du Chat Noir. C'est un roman que j'avais depuis un moment dans ma palle et je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai laissé traîner autant. Enfin si, je sais, simplement j'en ai trop à lire. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'avec Jean Vigne en général, vous partez dans quelque chose d'inhabituel. C'est un auteur qui n'hésite pas à faire un melting pot de genre et vous emmener dans des directions auxquelles vous ne vous attendez pas. Et ma foi, eh bien, il n'a pas dérogé à la règle dans ce roman que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est original. Nous rencontrons ici Solana qui est une adolescente de 16 ans et qui donc, eh bien, emménage à Grenoble puisque simplement elle suit sa famille. Elle n'a pas vraiment la vie rose parce que Solana c'est une gothique, mais son gothisme c'est plutôt sa façon de cacher un petit peu sa faiblesse entre guillemets, sa sensibilité derrière un masque, mais eh bien elle va être très très vite la victime d'un groupe de petits caïds de son lycée et en plus chez elle ce n'est pas tout rose puisque son père est absent et sa mère eh bien a l'air de se fiche d'elle comme d'une guigne, donc eh bien Solana n'a pas vraiment la vie rose depuis qu'elle est arrivée à Grenoble. Son seul petit, je dirais, rayon de soleil, même si elle a une certaine tendance à l'emmerder comme il faut, c'est sa nouvelle amie Nathalie qui comme elle est gothique mais qui par contre ne mâche pas ses mots et n'hésiterait pas à prendre la défense de Solana. Voilà, ça c'est la base de notre petite adolescente qui n'a rien demandé à personne et qui déjà a une vie pas très très drôle, mais vie qui va encore empirer quand les cadavres vont se mettre à fleurir autour d'elle dans la ville de Grenoble et encore plus quand Solana va comprendre qu'elle n'est peut-être pas tout à fait étrangère à cette étrange floraison. Il va arriver pas mal de choses à Solana que je vous laisse découvrir, mais ce qui est sûr, c'est que Solana va comprendre que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent être, elle y compris. Elle va donc partir un petit peu à la recherche de sa véritable identité, d'autant que depuis quelque temps, d'étranges cauchemars viennent la hanter, des cauchemars qui ressemblent fortement à des visions de son passé d'il y a longtemps. Bref, ici, Jean Vigne nous emmène sur un terrain un peu inconnu puisque je ne sais toujours pas à la fin de ce tome 1 qui est réellement Solana. J'échafaude des hypothèses, mais à mon avis je me suis bien plantée, je verrai à la lecture du tome 2. En tout cas, on s'est baladé ici de Grenoble à Mongolie sur eh bien, les traces de la vérité de qui est Solana et partout, il y a des cadavres qui vont apparaître sur les pas de Solana. Solana qui a quand même quelques problèmes, mais je préfère franchement ne rien vous dire et vous laisser vous découvrir quels sont les nouveaux problèmes de la vie de Solana. C'est donc un roman où la majeure partie du roman, nous allons être dans le présent avec la voix de la jeune fille, mais vous avez aussi quelques chapitres où nous sommes dans le passé avec une voix externe qui va nous conter la jeunesse à peu près dans les 5 ans, quand Solana avait 5 ans, et nous donne quelques indices. Cette façon d'écrire apporte énormément de dynamisme à l'histoire d'une part, mais il apporte aussi beaucoup de mystère d'autre part, puisqu'on sait qu'il y a un lien entre le présent et le passé, mais qu'on a vraiment envie de découvrir ce lien et qui sont ces personnages qui viennent du passé et qu'elle va retrouver dans son présent bien malgré elle. C'est donc un roman qui est bourré d'action, de rebondissements, qui nous emmène dans des chemins que l'on n'attend pas et sincèrement j'ai vraiment apprécié ça, comme d'habitude beaucoup d'originalité. J'ai aussi apprécié que, encore une fois, comme à son habitude, Jean Vigne nous offre des personnages qui ne sont pas classiques.
classique du genre Solana, c'est pas l'héroïne par excellence, c'est juste une pauvre ado qui a rien demandé à personne et qui se retrouve avec des trucs bizarres autour d'elle et en elle qu'elle peine à comprendre. Mais Solana, elle n'est pas parfaite, comme tout le monde, elle a ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Il faut aussi noter un autre point, c'est que l'air de rien, comme ça, Jean Vigne quand même aborde des thèmes quand même importants, mais comme je vous dis, c'est tellement bien amené qu'on n'a pas l'impression vraiment de les aborder. Malgré tout, vous avez ici le thème de la maladie, parce que vous avez une flic qui a une fille et sa fille est très malade. On va vraiment aborder tout ce thème, le thème de la maladie grave. On va aussi aborder au travers de Solana la solitude, le regard des autres, tout ce genre de choses. Il y a pas mal de messages qui passent ici, mais c'est extrêmement bien fait, comme d'habitude avec Jean Vigne. Bref, c'est un premier tome de diptyque que j'ai fortement apprécié et j'ai hâte de découvrir la suite, puisque j'ai hâte de savoir enfin qui est Solana et pourquoi elle se retrouve avec pas mal de créatures aux trousses. Ma quatrième lecture pour ce point lecture fut Les Enchantements d'Ambremer, le tome 1, Le Paris des Merveilles, par Pierre Pével, et paru aux éditions Brajlon. Déjà, on va passer sur cette somptueuse couverture, d'autant que depuis j'ai vu l'intégrale et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Pour les amateurs de beaux livres, c'est sincèrement un objet à se procurer, d'autant plus que je veux dire, c'est la plume de Pierre Pével, c'est pas n'importe qui, c'est Pierre Pével. Il faut savoir que Pierre Pével dans la famille, c'est une dynastie, je veux dire, nous on est une dynastie qui lit Pierre Pével, tout le monde chez moi lit Pierre Pével, mon père, mon frère, tout le monde adore, et moi j'ai commencé Les Lames du Cardinal, honte sur moi, je ne les ai pas finis, mais j'adore cette série, et donc là je me suis penchée sur Les Enchantements d'Ambremer, et ça a été un véritable coup de cœur. La plume de Pierre Pével est égale à elle-même, c'est-à-dire totalement somptueuse, très visuelle, on ne s'ennuie jamais et on est très vite embarqué dans les aventures, notamment de l'un des personnages que l'on va suivre d'un petit peu plus près. Ici, Pierre Pével nous emmène dans un Paris, mais son Paris, le Paris des merveilles, je crois que c'est l'expression qui lui convient le mieux, peuplé de fées, de sirènes, où la tour Eiffel est en bois blanc. Bref, Pierre Pével a complètement fantasmé son Paris idéal et je dois vous dire, ça marche superbement bien, d'autant qu'avec sa plume, on a tout, on a les odeurs, on a les sons, on a les couleurs, l'atmosphère, c'est extraordinairement bien rendu. Mais en plus de cet univers, donc où vous allez passer du Paris au Paris des fées, vous pouvez y passer par un train ou par certaines portes magiques, etc. C'est totalement génial. L'univers, il est génial, l'atmosphère est géniale. En plus de ça, on ne s'ennuie pas niveau intrigue. Ici, vous avez des mages et vous allez notamment rencontrer Hippolyte Griffon, qui est un mage du cercle Scian, qui va se retrouver chargé d'enquêter sur la disparition d'artefacts magiques. Sauf que lors de cette enquête, eh bien Griffon va se retrouver bien malgré lui impliqué plus ou moins dans une série de meurtres. Pour compliquer les choses, Griffon va se retrouver une fois encore bien malgré lui à devoir faire équipe avec Isabelle de Saint-Gilles, une personne que Griffon connaît peut-être un petit peu trop bien, mais malgré tout il n'a pas trop le choix. Il va devoir se défendre contre des gargouilles qui semblent pour le moins immortelles, il va devoir affronter un puissant sorcier, bref, il va lui arriver plein d'aventures. C'est d'une richesse à tous les points de vue. Les personnages sont extrêmement bien trouvés, ils sont fouillés, les personnalités sont... Franchement, elles sont extraordinaires. Tout est bien fait, aussi bien leur physique que leur mental, tout est bien trouvé. L'atmosphère, la ville, l'intrigue, rien n'est laissé au hasard. Chaque petit détail compte et sincèrement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et malgré tout ce que je peux vous dire, non, il n'y a aucune lourdeur ou longueur dans le récit. Malgré ce côté fouillé, malgré ce côté riche, le fait qu'ils nous décrivent tous les lieux, les événements, etc., on ne s'ennuie pas. La plume n'est pas lourde, elle est passionnante. Il n'y a pas de longueur, il y a toujours un certain dynamisme. C'est un livre que j'ai adoré, je pense que vous l'entendez, c'est un véritable coup de cœur et je vais donc me plonger dans la suite sans trop tarder parce que c'est génial, tout simplement, découvrez le Paris des merveilles. Enfin, le dernier roman dont je voudrais vous parler pour ce Pumpkin Autumn Challenge fut le tome
3 des Cavaliers de l'Apocalypse qui est sur Mort, qui est écrit par Larissa Yohn et paru aux éditions Brajlon. C'est une série que j'ai commencé il y a fort longtemps et honnêtement ça faisait un moment que j'avais lu le tome 2, mais j'ai quand même réussi grâce au résumé du tome 1 à retrouver un petit peu mes petits, en tout cas à savoir qui était quoi et pourquoi, etc. Bref, nous sommes ici dans un univers d'urban fantasy écrit par Larissa Yohn qui a aussi écrit Démonica. Je préfère le préciser tout de suite, vous n'avez pas besoin de lire Démonica pour comprendre les Cavaliers de l'Apocalypse. Moi, je n'ai pas lu Démonica, j'ai tout à fait compris, je n'ai pas été perdue. Nous sommes ici dans un univers qui est génial, qui est extrêmement bien trouvé et qui, je pense, est certainement moins porté sur la romance paranormale que Démonica. Nous avons ici les 4 Cavaliers de l'Apocalypse qui ont sur leur dos 2 prophéties. Une prophétie qu'on pourrait dire satanique, où si on arrive à casser leur sceau, ils vont devenir réellement les Cavaliers de l'Apocalypse et donc déclencher Armageddon, mais ils font aussi preuve d'une prophétie biblique, auquel cas, si cette prophétie se réalise, ils pourraient se battre du côté du bien et justement sauver la terre d'Armageddon. Ici, eh bien, nous allons rencontrer les 4 cavaliers. Famine est une femme, les 3 autres sont des gars. Le sceau de Pestilence a été brisé. Pestilence, qui s'appelait donc avant Rézeph, est devenu donc le cavalier Pestilence. Il ne veut que la mort, la destruction et surtout, il va chercher tout au long de ses livres à briser les sceaux de ses frères et de ses sœurs. Et donc, nous sommes ici arrivés au tome où il va essayer de briser le sceau de Thanatos, qui est la mort. Thanatos qui donc eh bien va lui avoir fort à faire pour empêcher son frère de briser son sceau, mais aussi il va devoir avoir fort à faire avec une jeune femme qu'il a rencontrée dans un tome précédent et qui a failli briser son sceau. Il va se passer toute une histoire entre eux, puisqu'ici dans chaque tome le cavalier va trouver son compagnon ou sa compagne, et donc oui, la romance a tout de même une part assez importante dans ses lectures, mais malgré tout, eh bien moi ça ne m'a pas gênée parce que j'ai trouvé qu'elle servait plutôt très bien le récit et ça ne manque pas d'action. Alors j'ai trouvé peut-être ce tome 3, ouais, comparé aux autres, je pourrais dire qu'il y a certaines longueurs à un moment avec Thanatos, mais au final le personnage de Thanatos, il est tellement touchant qu'on en arrive un petit peu à pardonner ses longueurs. Il y a aussi pour les plus réfractaires quelques scènes de sexe, mais elles ne sont pas trop nombreuses, donc sincèrement elles ne viendront pas gâcher la lecture. Ce qui porte vraiment cette série au final, c'est vraiment l'univers, toutes les créatures qu'on y retrouve et les personnages des cavaliers, que ce soit Thanatos, que ce soit Arès, que ce soit Limos ou que ce soit Rézeph. Les 4 cavaliers portent sincèrement très bien le récit, ainsi que tout le folklore qu'il y a autour. C'est un 3e tome qui est à la hauteur des autres et donc eh bien il faut que je me plonge dans le 4e tome afin de finir cette série qui, ma foi, est une excellente série d'urban fantasy. Alors voilà, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture et j'en ai donc terminé avec ce bilan, si je puis dire, du Pumpkin Autumn Challenge qui, une fois encore, m'aura complètement passionné, même si c'est une année où j'ai beaucoup de mal à lire, où je lis beaucoup moins que d'habitude. C'est pas grave, je me suis fait plaisir, je me fais toujours plaisir à faire des pales pour les challenges, même si je sais que je ne vais pas tout lire, c'est pas grave, c'est mon petit moment de plaisir personnel à moi. Et donc sincèrement j'ai passé un excellent challenge et c'était très sympa de communiquer avec les autres sur Facebook, de voir ce qu'ils lisaient, les pales, etc. Et donc eh bien maintenant que le pumpkin est fini, j'ai déjà commencé le Cold Winter Challenge. En attendant à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!